Oui, je suis très heureuse de vous parler de Frédéric Ozanam, que j'aime beaucoup, et d'autant plus qu'il est, me semble-t-il, une grande personnalité laïque qui incarne un bel exemple de spiritualité chrétienne, telle que Brigitte Cholby l'a définissée jeudi dernier. Micro dans la bouche. En dessous de la bouche. Donc, bel exemple de spiritualité chrétienne. Parfait. Donc, dans la mesure justement où il a cherché à aimer Dieu, comme on le lit dans l'Évangile, de tout son cœur, de toute sa force, mais aussi de toute son intelligence. Et en même temps qu'il avait ce grand amour de Dieu, il était très ouvert au monde, et donc au monde contemporain, au monde dans lequel il vivait, et il a su écouter les désirs, les attentes profondes de ses contemporains dans une société en pleine transformation, en plein mouvement et, comme dirait Brigitte Cholby, en attente de modernité. Il a pressenti ces changements, comme d'autres en son temps, mais son génie, je dirais plutôt sa grâce, a été de contribuer à ouvrir des chemins nouveaux à la lumière de sa foi chrétienne. C'est ce que j'ai appelé ces intuitions anticipatrices dont les historiens pensent qu'elles font de lui un précurseur de la modernité. Peut-être connaissez-vous déjà Frédéric Ozanam comme fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul. Nous reparlerons de cette initiative qui est l'un de ces chemins nouveaux. Mais je vais dire quelques mots de sa vie, car il est important de pouvoir situer Ozanam en son temps. Il est né à Milan, en Italie, en 1813, donc au début du siècle. Mais sa famille revint habiter à Lyon en 1815, après la chute de Napoléon, et c'est là qu'il a fait sa scolarité, au Collège Royal de Lyon, qui est aujourd'hui le lycée Ampère. En 1831, il monte, comme je dis, à Paris, pour préparer un doctorat en droit et devenir avocat. C'était le souhait de son père. Mais il n'avait aucun attrait pour le barreau. Et son rêve, c'était l'enseignement. Donc, il fit en même temps que ses études de droit, des études de lettres. Il fut reçu à l'agrégation et obtint d'être nommé à la Sorbonne à la chaire de littératures étrangères qu'il occupa pendant 13 ans, d'abord comme suppléant, puis comme titulaire. Sa carrière fut interrompue par une grave maladie de rein qui le fit beaucoup souffrir et qu'il vécut en s'unissant dans son corps à la passion du Christ. Il en mourut très jeune, à 40 ans. On a beaucoup d'écrits pour connaître Frédéric Ozanam. D'abord, parce qu'il a fait publier nombre de ses cours en même temps que des documents importants qu'il avait recueillis lors de missions scientifiques en Italie que lui avait confié l'université. On a aussi un ouvrage historique intitulé « Les études germaniques », résultant de ses recherches et récompensé par un prix. Il collaborait à des journaux catholiques en général, mais pas forcément. Mais c'est sa correspondance, très abondante, récemment publiée, qui le fait le mieux connaître. C'est un corpus de quelques 1500 lettres, écrites à sa famille, à des amis, à ses collègues et à une multitude d'autres correspondants. Je me suis passionnée pour cette correspondance et je m'y référerai beaucoup, car Ozanam y livre au jour le jour ce qui le faisait vivre, sur le plan spirituel en même temps que dans sa vie sociale, par les jugements lucides toujours qu'il portait sur le monde de son temps, par le sens qu'il donnait à ses engagements, par les changements qu'il entrevoyait comme nécessaires. Mais avant d'aborder la nature de ces intuitions, puisque ce sera l'essentiel de ma conférence, il me semble important, dans un premier temps, de préciser sa spiritualité de laïque qui éclaire tout. En lisant donc les lettres de Frédéric Ozanam,
le premier aspect de sa vie qui m'a frappé, c'est la place que cet homme aux activités multiples, comme c'est souvent notre cas, donnait à la prière, qui était toujours la source de ses choix importants et de ses engagements. Il la vivait quotidiennement, comme le raconte son épouse Amélie. Amélie a rédigé des notes biographiques de son mari Frédéric après sa mort, qu'elle a intitulées, le titre est très beau, très significatif, « Une vie toute remplie de Dieu ». Et elle écrit par exemple, pour préciser un peu les choses, « Il se levait vers 7-8 heures, et jamais je ne le vis s'éveiller ni s'endormir sans faire le signe de la croix et prier. Le matin, il allait d'ordinaire dans son cabinet où il faisait sa prière du matin et une lecture de la Bible en grec qu'il méditait environ une demi-heure. C'était tout à fait, à l'époque, on pouvait lire la Bible en latin ou en grec ou en hébreu. Ou bien encore, autre chose que dit Amélie, avant de partir pour son cours, il se mettait toujours à genoux pour demander à Dieu la grâce de ne rien dire pour attirer les applaudissements, mais de ne parler que pour la gloire de Dieu. Cela, on pourrait dire, c'est normal pour un chrétien, mais dans la vie d'Ozanam, je me suis aperçue que ça changeait tout. En effet, cette plongée quotidienne dans la prière faisait, à mon avis, qu'il voyait de plus en plus l'histoire du monde et la vie des gens dans un regard d'amour, c'est-à-dire dans le mystère de l'amour de Dieu, c'est-à-dire le mystère d'une présence bienveillante qu'il appelait souvent Providence et qu'il voulait la traduire avec tous ceux et celles qui l'approchaient, que ce soit ses parents et ses 2 frères dans le voisinage immédiat, ses amis plus ou moins proches, ses collègues, ses étudiants, mais aussi, plus largement, tous ceux qui souffraient autour de lui, les plus défavorisés dont il voyait qu'ils vivaient alors dans des conditions inhumaines. C'est ce qu'on peut appeler sa charité. Il me semble qu'on pourrait la préciser à partir justement de ces lettres qui brûlent de tendresse, de respect, de douceur envers leurs destinataires, même quand ils étaient des ennemis déclarés. On peut dire qu'Ozanam a vécu toute sa vie en aimant. Les bonheurs ou les difficultés de sa profession ou de ses engagements, les joies ou les épreuves familiales, et il en a eu beaucoup, ses découvertes intellectuelles ou ses ennuis de santé, tout était pour lui l'occasion d'apprendre à aimer vraiment. Je dis bien apprendre à aimer vraiment parce que cela suppose beaucoup de combats. C'est cela que j'appellerais son expérience spirituelle, sa spiritualité. Ses amis l'avaient bien compris et c'est pour cela qu'ils ont fait inscrire sur son tombeau, le tombeau qu'on trouve à l'église des Carmes, là rue Bougirat à Paris. C'est une très belle formule. Par la science, l'histoire, l'éloquence, la poésie et la charité, il chercha à récapituler toutes choses dans le Christ et il enferma le monde entier comme dans un réseau de charité. Il y a eu au temps d'Ozanam, et en particulier à Lyon, des personnalités dont on a reconnu l'immense charité et qui ont créé des institutions caritatives de type religieux, soit dans le monde éducatif, soit dans le monde hospitalier. Mais c'est comme laïque, en plein milieu d'un monde en transformation, en plein vent, un vent qui pouvait être très secouant et dans des domaines qui n'intéressaient pas trop à ce moment-là le monde catholique, qu'il a voulu contribuer à l'avènement d'un monde nouveau et qu'il a ouvert ses chemins qui annonçaient la modernité et dont nous allons parler maintenant. Je vous propose donc de parler de 2 de ces intuitions novatrices. La première, qui est la plus connue, son pressentiment de ce qui allait devenir la pensée sociale de l'Église, telle que l'exprimera Léon XIII à la fin du siècle. Vous voyez le temps du mûrissement de cette pensée, en 1891 exactement, dans son encyclique intitulée Rerum Novarum, dont le titre est significatif, ça veut dire au sujet des choses nouvelles, des nouveautés du monde. Ensuite, une deuxième série d'intuitions qui sont moins connues, qui sont par exemple son souci de réconcilier la foi chrétienne et la science, un souci d'ouvrir l'Église à la modernité et à la démocratie,
Son souci de montrer qu'on pouvait être libre dans la recherche et fidèle à la foi de l'Église. Et aussi qu'enseigner n'était pas seulement transmettre un savoir, mais d'abord faire aimer la vérité, qu'elle soit scientifique ou autre. Donc, nous commençons par la première des intuitions, celle qui allait devenir la pensée sociale de l'Église. Je la verrai en 3 étapes qui sont pratiquement chronologiques. Donc la première étape, c'est sa jeunesse. Dès sa jeunesse, c'est extraordinaire, le jeune Ozanam, à la différence de beaucoup de catholiques de son temps, qui étaient restés très conservateurs et assez frileux, le jeune Ozanam a compris que le monde où il vivait était en pleine mutation. Il était très lucide sur les signes des temps et conscient en particulier de ce qu'allait représenter la révolution industrielle. Avec sa famille, dans sa jeunesse, il habitait Lyon, qui était une ville, sans doute, vous le savez, une ville de soyeux, d'ouvriers dans les fabriques, dans les usines de soie, et Lyon était une ville très industrielle. Et il avait été témoin de violents mouvements de révolte sociale, en particulier en 1830. C'est donc comme Lyonnais, d'abord, qu'il a vu l'avènement de cette société où se formaient de grosses inégalités sociales, où la vie devenait très dure pour le peuple des villes. Mais elle avait entendu parler en même temps des usines textiles du Nord et des souffrances qui s'y vivaient. Donc c'était dans sa jeunesse à Lyon. Et quand il vient à Paris, il découvre immédiatement à son arrivée, il se trouve plongé dans un monde, un tourbillon d'idées nouvelles, que ce soit sur le plan philosophique, littéraire, on était en plein romantisme, économique, religieux, et le jeune Ozanam rencontrait, écoutait, discutait dans les cercles étudiants ou même dans les salons parisiens où il était invité grâce à sa relation avec le savant Ampère chez qui il habitait. Et puis il avait d'autres, Lamartine était aussi une vieille connaissance, on l'avait présenté à Chateaubriand, bref, il était dans un monde très cultivé et en tout cas ouvert à toutes les nouveautés. Et il a fréquenté donc beaucoup de personnalités, catholiques ou pas, qui cherchaient à faire entendre leurs idées nouvelles. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vraiment il a connu beaucoup de monde. Il était curieux de s'ouvrir à toutes ces perspectives économiques et politiques, souvent bien audacieuses et bien inquiétantes pour le temps. Et il cherchait à comprendre ce qui se passait. Et il pensait que la foi chrétienne est d'autant plus vivante qu'elle ne se dit pas seulement en milieu où elle est bien accueillie, mais en plein vent du monde, quand elle est confrontée à d'autres expériences religieuses, à l'agnosticisme, voire à l'athéisme. Il pressentait ce que serait le témoignage de foi dans un monde sécularisé comme le nôtre. Et c'est dans ce contexte qu'il eut l'idée des conférences de charité qui ont donné naissance à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Écoutons comment il raconte lui-même la naissance de cette conférence, de cette Société de Saint-Vincent-de-Paul. C'est un discours qu'il a prononcé à Florence l'année même de sa mort, en 1853. Et là, il fait, pour les gens qui l'écoutent, qui sont souvent des membres des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, il fait comme un bilan. Et en même temps, il donne une idée très réelle de ce que fut la naissance de cette société. Et cela va reprendre tout ce que je vous expliquais sur la nouveauté dans laquelle il vivait, dans sa curiosité par rapport à tout ce qu'il pouvait entendre. Nous étions alors envahis par un déluge de doctrines philosophiques et hétérodoxes qui s'agitaient autour de nous. Et nous éprouvions le désir de fortifier notre foi au milieu des assauts que lui livraient les systèmes divers de la science. Quelques-uns de nos compagnons, de nos jeunes compagnons d'études, étaient matérialistes, quelques-uns saint-simoniens, d'autres fourriéristes, d'autres encore déistes. Lorsque nous, catholiques, nous nous efforcions de rappeler à ses frères les merveilles du christianisme, ils nous disaient tous « Vous avez raison si vous parlez du passé. Le christianisme a fait autrefois des prodiges, mais aujourd'hui le christianisme est mort. Et en effet, vous qui vous vantez d'être catholique, que faites-vous?
Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre? Ils avaient raison. Ce reproche n'était que trop mérité. Ce fut alors que nous nous dîmes, eh bien, à l'œuvre, et que nos actes soient d'accord avec notre foi. Mais que faire? Que faire pour être vraiment catholique? Sinon ce qui plaît le plus à Dieu. Secourons notre prochain, comme le faisait Jésus-Christ, et mettons notre foi sous la protection de la charité. Ozanam avait tout juste 20 ans, c'était en 1833, quand il eut l'idée de cette association de laïcs en lien avec un prêtre, mais en complète autonomie par rapport aux structures religieuses, ce qui était une nouveauté absolue en ce temps où sont nées beaucoup de congrégations religieuses. Voilà comment il s'adressait par exemple à ses amis étudiants. Or, nous autres, nous sommes trop jeunes. Le discours que je vous ai lu, enfin, c'est l'année de sa mort, donc c'est tout à fait à la fin de sa vie. Ce que je vais vous lire maintenant, c'est vraiment ce qu'il disait quand il avait 20 ans. Or, nous autres, nous sommes trop jeunes pour intervenir dans la lutte sociale. Resterons-nous donc inertes au milieu d'un monde qui souffre et qui gémit? Non. Il nous est ouvert une voie préparatoire. Avant de faire le bien public, nous pouvons essayer de faire le bien de quelques-uns. Avant de régénérer la France, nous pouvons soulager quelques-uns de ses pauvres. Aussi voudrais-je que tous les jeunes gens de tête et de cœur s'unissent pour quelque œuvre charitable et qu'il se formât par tout le pays une vaste association généreuse pour le soulagement des classes populaires. Cette intuition de jeunesse était dans la ligne d'un Saint Paul ou d'un Saint Jacques que la foi véritable est celle qui agit par la charité, d'où le nom de conférence de charité. Conférence, ça veut dire réunion, assemblée, groupe. C'est-à-dire, donc, cette charité, comment il la voyait? Par l'attention aux frères et aux sœurs en humanité, victimes de l'injustice ou du malheur, par le partage des biens. À l'époque, donc Frédéric et ses camarades avaient été aidés par la sœur Rosalie, qui s'occupait du quartier Mouffetard, à rencontrer des pauvres dans de véritables taudis, où ils montaient du charbon, où ils montaient de la nourriture. C'était ça, il a commencé comme ça, par le secours des malheureux du quartier Mouffetard. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu de l'importance de l'aide apportée aux prisonniers, aux jeunes soldats, aux apprentis, pour les amener à plus d'humanité. Et c'est ainsi qu'il voulut faire comprendre autour de lui, en créant cette société, cette conférence de charité, ce qu'est la vie selon l'Évangile, ce que Brigitte Cholvy appelait un art de vivre. Deuxième étape, le cours de droit commercial à Lyon. En effet, à ce moment-là, sa pensée va mûrir et se structurer. Muni de son doctorat en droit, l'étudiant parisien revient à Lyon pour être avocat d'affaires. Il va l'être quelques années, mais il va vite prendre ses distances par rapport à cette carrière quand, en 1839, il a 26 ans, on lui propose un cours de droit commercial créé par la ville de Lyon et qui s'adressait à des commerçants, des industriels lyonnais, des magistrats. Et Ozanam était très intéressé par ce cours parce qu'il pouvait avec eux, avec les participants à son cours, partager ses convictions, expliquer qu'eux aussi, pas seulement les intellectuels, comptaient dans le monde et dans la civilisation nouvelle qui se préparait. Ce cours était créé en dehors de toute institution universitaire ou religieuse et c'était très nouveau. Ce type d'enseignement municipal était du jamais vu, en France en tout cas. En plus, le professeur Ozanam exprimait des idées tellement neuves qu'elles pouvaient ou enthousiasmer ou effrayer son auditoire. Il faisait état avec vigueur de ses convictions qu'il appelait des vérités sévères. Il se rendait bien compte que c'était peut-être pas tout à fait facile à être entendu. Par exemple, je vous donne quelques exemples des expressions qu'il employait dans son cours. Le choc violent, il parlait du choc violent qui se prépare entre l'opulence et la pauvreté. Et il disait, il y a beaucoup d'hommes qui ont trop et qui veulent avoir encore, et il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne pas. Pour Ozanam, professeur de droit, l'amour n'était pas seulement compassionnel,
mais quand il le fallait, il dégustait les injustices qui asservissent l'homme et le rendent violent. Et donc, Ozanam en vient dans son cours, et cela a été reconnu par beaucoup de juristes et d'économistes, à construire les bases d'un droit du travail. Il parle d'un salaire naturel qui doit rémunérer le savoir-faire du salarié en tenant compte des charges familiales, de la retraite, des aléas de la vie et même de la pénibilité du travail. Il propose encore, autre idée absolument révolutionnaire, l'idée d'intéressement des travailleurs au bénéfice de l'entreprise, qui lui semble un moyen efficace de motiver les ouvriers et de les détourner de la violence. Il est un cours, le cours 24, qui est assez célèbre parce qu'il va très loin, sur les rapports entre les ouvriers et les maîtres, où sont proposées des solutions très neuves, fondées non pas sur une idéologie politique, qui était le cas pour beaucoup de ses contemporains, à commencer par Marx, mais sur la dignité inaliénable de chaque homme, de chaque être humain. Quand l'ouvrier est regardé comme un instrument, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage. Le service devient servitude. Vous voyez l'audace de ces expressions que les gens avaient effectivement un peu de mal à admettre à l'époque, mais on était loin déjà, même s'il faudra encore beaucoup du temps pour que des ouvriers, des idées comme cela puissent être entendues. Donc il en était bien loin du paternalisme de l'époque. Et c'était vraiment le début, une introduction, une intuition novatrice qui a été reconnue comme étant les débuts du catholicisme social tel qu'il va se développer jusqu'à Rerum Novarum. C'était la deuxième étape. La troisième, je la situe au moment des événements de la Révolution de 48. Vous savez que c'est une révolution qui renverse la monarchie de Louis-Philippe et qui met en place la Deuxième République. Alors il va prendre parti dans cette révolution, et c'est le même souci de la justice sociale qui va l'animer à ce moment-là. Il dit qu'elle est un progrès qu'il faut soutenir. Je le cite, « La révolution de février n'est pas pour moi un malheur public auquel il faut se résigner, ce qui était le cas de beaucoup de gens à son époque, c'est un progrès qu'il faut soutenir. » Et il ajoutait, « J'y reconnais l'avènement temporel de l'Évangile exprimé par les trois mots liberté, égalité, fraternité. » Tout ça, on le trouve dans les lettres, qu'il écrit souvent à ses amis, justement, des conférences. Dans cette époque, je noterai deux événements. Premier événement, on lui demande de se présenter à Lyon comme député républicain, bien sûr, à la Constituante. Il accepte, dans l'espoir d'ouvrir le monde catholique à la démocratie et à la République après la Restauration et la monarchie de Juillet, marquée par quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout, qui était l'alliance, ce qu'il appelait l'alliance du trône et de l'autel. Mais ce fut un échec. Ce n'était pas son charisme. Cependant, cela lui donna l'occasion, pendant la campagne qu'il a faite, de proclamer son idéal démocratique en un temps où les catholiques étaient encore très attachés à la monarchie. Deuxième événement, pour défendre son désir de justice sociale, Ozanam crée avec le père Lacordaire, vous savez, un célèbre dominicain avec lequel il était très ami, un journal. Car on faisait beaucoup de journaux à l'époque, hein, mais Ozanam pressentait justement l'importance des médias dans la vie du monde. Le titre du journal était significatif. Il s'appelait « L'ère nouvelle ». Rien que ça, l'ère nouvelle. On y lisait des pensées très belles et très modernes. Comme par exemple, une que j'aime beaucoup, « L'ancien monde se rendit au spectacle de l'amour que les chrétiens avaient les uns pour les autres. » Regardez comme il s'aime. Le monde nouveau, celui qui était en train de naître, se rendra aux preuves d'amour que les chrétiens auront pour lui. Le monde. Et le journal ne marchera pas plus d'un an, de mars 48 à avril 49, car l'opposition au sein du monde catholique était très forte et Ozanam était trop en avance sur son temps. Il le reconnaît et il écrit « Tout donne lieu de croire que les principes propagés par l'ère nouvelle, la démocratie, la liberté des peuples, la lutte contre la misère, germeront en silence
et que nos efforts trouveront des continuateurs meilleurs que nous. Vous voyez comment il avait une vue très large, un peu prophétique. En fait, ces deux échecs publics renforcent Ozanam dans la conviction qu'il n'est pas fait pour la tribune et pour une carrière politique, d'autant qu'il a horreur de la polémique. Il préfère toucher autrement les intelligences et les cœurs, et il a toujours pensé que l'enseignement et la recherche étaient sa véritable vocation, et que sa place était dans sa chaire de professeur de littérature étrangère à la Sorbonne. Il a d'abord été nommé suppléant, comme je vous l'ai dit, après son succès à l'agrégation, et après sa titularisation, il occupera cette chaire jusqu'à sa mort en septembre 1853. Venons-en à la deuxième série la deuxième série des intuitions novatrices liées à sa fonction, à son métier d'enseignant-chercheur. Et là, je vais encore procéder en 3 étapes que je vais formuler sous forme de 3 questions. D'abord, c'est vrai que ces intuitions-là sont beaucoup plus spécifiques de la personnalité d'Ozanam qui appartenait au monde universitaire, mais il me semble qu'elles peuvent rejoindre beaucoup de nos préoccupations personnelles et actuelles. Donc, 3 questions. Première question, peut-on réconcilier l'amour des lettres et le désir de Dieu? L'amour des lettres, ça veut dire finalement toutes les études profanes, et donc en ce qui concerne Ozanam, donc sa propre passion pour la culture très largement chrétienne et païenne. Et donc la réponse pour Ozanam est bien sûr oui. Et cette réponse positive, donc on peut réconcilier l'amour des études profanes et le sérieux de sa foi chrétienne. Donc le premier moment, si l'on peut dire, enfin le premier aspect de ce oui, enfin la première occasion de ce oui, c'est la thèse qu'il a soutenue sur Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle. Quand il fut étudiant à Paris, je vous l'ai dit, en même temps que ses études de droit, il fit des études de lettres, qu'il appelle ses chères études, parce que celles-là, il les aimait beaucoup. Donc il prépare une licence de lettres, et donc un doctorat avec cette thèse sur Dante. Peut-être un mot de Dante et de la Divine Comédie. Donc Dante est un poète qui a écrit la Divine Comédie à la fin du XIIIe siècle, mais surtout au début du XIVe siècle. Et l'ouvrage, la Divine Comédie, est considéré, est connu dans le monde entier, en particulier en Europe, où il est considéré vraiment comme un monument de la culture européenne. En France, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est vraiment un très grand chef-d'œuvre. À l'époque d'Ozanam, on commençait à redécouvrir le Moyen-Âge. Et en particulier, vous savez que c'est Chateaubriand qui a redonné le goût du Moyen-Âge à l'honneur. Donc, on peut se dire qu'un sujet comme cela pouvait intéresser un jury de thèse. Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, donc ça c'est le côté culturel, le côté, enfin, la Divine Comédie voulait être, c'est Dante qui dit ça, voulait être comme une synthèse de toutes les connaissances de l'époque, les connaissances philosophiques, les connaissances scientifiques, les connaissances astronomiques. Donc c'était un monde ce livre. Mais surtout, et ce qui intéressait aussi Ozanam, c'était qu'elle avait un contenu théologique. La Divine Comédie, c'est quoi ? C'est le récit d'un voyage imaginaire qui conduit l'homme de l'enfer au purgatoire et au paradis. C'est un voyage que Dante fait accompagné par Virgile, et c'est essentiellement un itinéraire de salut, inspiré par la théologie de l'époque. Il faut passer par l'enfer, puis par le purgatoire, pour découvrir le bonheur du paradis et pouvoir contempler Dieu. Donc, c'était extraordinaire un tel sujet, c'était très nouveau pour l'époque. Et ça permettait donc à Ozanam de faire travailler son intelligence au service de la mise en lumière de la philosophie, de la culture gréco-latine, de l'histoire du Moyen-Âge, tout cela qui avait inspiré le poète. Et voilà comment donc Ozanam en concluait. Vous voyez, rappelez-vous la formule inscrite sur son tombeau, la poésie, l'histoire, la philosophie, tout ça, comme tout le monde, est pris dans un réseau de charité. La littérature profane, les études profanes, les études scientifiques, tout peut être repris, ressaisi
dans un réseau de charité. Et voilà pourquoi, donc, Ozanam disait à un jeune abbé qui allait préparer une thèse sur un sujet un peu sensible, les lettres et les études profanes ne sont pas ennemis de la sainteté. Et voilà qui ouvrait des portes justement pour ce genre d'études. Et j'ai repensé aussi à ce qu'a dit le pape Benoît XVI quand il est venu au Bernardin, dans son voyage en France, et il a dit ceci. Le désir, moi ça me plaît beaucoup et je pense que ça rejoint beaucoup de préoccupations actuelles. Hein. Le désir de Dieu comprend l'amour des lettres, l'amour de la parole, son exploitation dans toutes ses dimensions. Car Dieu nous parle seulement dans l'humanité des hommes à travers leurs paroles et leur histoire. Voilà, donc vous voyez que Ozanam avait vraiment des idées très nouvelles et pour nous très actuelles. Deuxième occasion de vérifier pour lui ce désir de réconcilier l'amour de Dieu et les études, c'est sa nomination, sa candidature à l'agrégation qui va lui ouvrir vraiment, réellement la carrière universitaire. Là, il avait deux obstacles. D'abord, le mécontentement de son père qui ne voulait surtout pas entendre parler de cette carrière, parce que donc il le voulait au barreau. Mais son père est mort en 1837, donc au moment où il passait l'agrégation, en 1840, cet obstacle s'est levé. Deuxième obstacle, c'était la difficulté de s'engager comme enseignant à cette époque dans le monde universitaire qui était vraiment en pleine polémique. L'université voulait garder le monopole de l'enseignement et l'Église voulait avoir la liberté d'ouvrir elle-même des écoles, surtout dans les écoles secondaires et pas encore dans les universités en tout cas. Et donc il y avait des polémiques invraisemblables entre les ministres et les évêques, entre l'université, la Sorbonne, le Collège de France et puis donc les évêques et tout un monde catholique, en particulier des journalistes comme Veuillot. Et donc il fallait que Ozanam vraiment vive une vraie gageure, un vrai défi par rapport à cela. Là, je vais vous citer ce que disait Lacordaire à propos d'Ozanam quelque temps après sa mort. Dans ce conflit entre l'Église et l'université, Ozanam, par sa position, était de nous le plus douloureusement placé. Catholique ardent, ami dévoué des libertés sociales, il ne pouvait cependant pas méconnaître qu'il appartenait au corps dépositaire légal du monopole de l'enseignement. Fallait-il abdiquer? Une espèce de choix très difficile. Ozanam conserva sa chair dans le péril de la vérité. Il n'attaqua point expressément le corps auquel il appartenait, l'université. C'était son devoir de collègue et d'homme reconnaissant. Il a toujours été reconnaissant à l'université de l'admettre et de le reconnaître vraiment dans toute sa vérité, dans toute sa personnalité. Alors, comment faire pour sortir de ce choix? Eh bien, à ce moment-là, Ozanam dit très nettement dans ses lettres qu'il s'en remet à l'amour de Marie, à la providence, qui va lui permettre de lui découvrir quelle est la volonté de Dieu sur sa vie et sur sa carrière, précisément. Donc, il prie et il va passer l'agrégation. Succès brillant. Donc, qui lui ouvre maintenant une carrière extraordinaire, très jeune, nommé à la Sorbonne. Voilà ce qu'il dit à un de ses meilleurs amis, le lendemain du jour où il est reçu à l'agrégation. Nous aimons y voir une disposition miséricordieuse de la Providence pour me montrer comment elle veut que je la sers dans ce monde. Voilà, donc le succès, il passe, il risque, et le succès, c'est un signe de la Providence. Voilà donc comment Ozanam faisait le lien entre sa prière et les choix importants qu'il avait à faire, même par exemple, les choix comme l'audace d'un métier pas facile, l'audace d'un sujet de thèse pas forcément tout à fait dans le goût du temps. Eh bien, il a risqué. Vous voyez, il n'attendait pas, comme ça, d'une façon magique, d'avoir un signe de Dieu. Il a risqué, il a passé, il a réussi, et donc il y voit un signe de la miséricorde de Dieu. Et le voilà entré, donc, dans sa vie professionnelle. Alors, deuxième question. La profession peut-elle être pour un chrétien un lieu de vie et d'épanouissement? Ce qu'elle fut pour Frédéric Ozanam, vraiment. Pour moi, ça a été important aussi de voir que dans la vie d'Ozanam, son métier n'est pas un à côté de sa vie spirituelle et de ses activités caritatives.
mais quel est le centre de gravité de sa vie. Certes, il avait entendu dans sa jeunesse un appel à prendre le parti des plus pauvres dans une société qui devenait terriblement injuste et dure, et à s'engager comme chrétien dans une œuvre de réconciliation sociale, ce que nous avons vu. Mais elle a toujours dit que sa vocation véritable était sa profession d'universitaire, comme laïque, au service de la gloire de Dieu. Le cardinal 23 a dit lors d'une conférence, c'était les journées de Frédéric Ozanam en 2013, quelque chose qui me plaît beaucoup. Ozanam ne pratique pas sa spécialité dans une sorte de schizophrénie mentale, se voyant chercheur et enseignant bien que croyant, mais au contraire, s'adonnant à la recherche et à l'enseignement parce que croyant. Et comment Ozanam a-t-il fait le lien entre sa foi de chrétien et son désir de servir la gloire de Dieu? De façon ordinaire, dans et par son métier. Pas de façon artificielle, mais je dirais tout naturellement, à partir du moment où il voyait toutes les réalités humaines, toutes les relations humaines aussi, prises dans l'amour de Dieu, et où il contemplait sa présence dans son lieu de travail comme dans sa propre vie. Cela est vrai de toute profession, mais comme son métier était celui d'enseignant-chercheur, il pensait qu'il pouvait aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, mais aussi de toute son intelligence, en ouvrant ses auditeurs, les étudiants, quelquefois des collègues. Renan a été un de ses élèves, ou en ouvrant aussi ses lecteurs à des connaissances qui les feraient vivre, et surtout, je pense aussi à l'amour de la vérité dans tous les domaines que ce soit. Mais en quoi cela a-t-il fait de lui un précurseur? Nous avons vu que le cours de droit commercial était une idée nouvelle. Une idée d'Ozanam, du reste, reprise par la ville de Lyon pour le monde des industriels et des commerçants. Lorsqu'il est nommé à la Sorbonne en 1840, c'est encore pour faire du nouveau. On lui propose de remplacer Claude Floriel, qui avait créé en 1830, c'est-à-dire tout récemment, un cours de littérature étrangère très original, puisqu'il voulait montrer comment les civilisations méridionales avaient autant d'importance que les civilisations germaniques dans la formation de l'Europe. C'était une idée tout le monde n'était pas forcément d'accord à l'époque, mais Fauriel était un méridional, il aimait beaucoup, il avait appris le provençal, il faisait des cours de provençal, et donc il voulait valoriser ces civilisations méridionales pour la formation de l'Europe. C'était donc assez perturbant pour l'époque, et il disait « l'ancienne université n'a rien vu de pareil ». Et le jeune Ozanam, donc il va prendre la succession de Fauriel, il a 27 ans à l'époque, va inaugurer un cours de littérature étrangère destiné à étudier l'histoire des littératures européennes, mais pas les plus récentes. Les littératures européennes dans leurs productions les plus anciennes, à l'origine des langues. Et pourquoi s'intéresser à l'origine des littératures? Il pensait que c'est là que se révélait de façon privilégiée le génie, l'âme d'un peuple, donc toutes ces croyances, qu'elles soient païennes, chrétiennes, et justement aussi les premières expressions de la foi chrétienne. Et il était donc très en avance sur son temps. Il insistait sur l'importance de l'apprentissage des langues pour lire les textes originaux, qu'ils soient italiens, anglais, allemands ou espagnols, mais il savait aussi l'hébreu. Et c'était important aussi d'aller voir les lieux où avaient été composés les grands textes et où ils reprenaient vie. Ozanam fut ainsi un grand voyageur qui a sillonné l'Europe, les bords du Rhin, Cologne, Londres, Burgos, l'Italie, du nord au sud. C'était assez courant à l'époque, mais pour lui, c'était une nécessité scientifique. Il disait « Je ne peux pas parler d'un pays que je n'ai pas vu ». Donc, il était très important pour lui d'avoir contact avec la population, d'aller se rendre compte sur place de ce qui était justement un peu le génie des gens, le génie de ce peuple. Et ce n'était pas simplement en Europe, mais l'année où il a fait un cours de littérature anglaise, il était obligé de s'occuper de la littérature celtique, et donc il a demandé à un de ses amis de le recevoir en Bretagne, au Finistère, et là il a commencé à visiter tous les monuments qu'on pouvait trouver
trouvé en Bretagne pour expliquer le génie celtique qui était à l'origine de la littérature anglaise. Et il a même fait une conférence à Morlaix pour expliquer. Tout ça pour vous dire combien il était désireux de parler dans la vérité, dans l'exactitude. C'était pas du tout de la littérature romantique, bien qu'il écrivait très bien et que dans ses lettres il y ait des passages admirables. Mais c'était vraiment quelqu'un qui voulait le vrai, qui voulait dire vrai et donner des connaissances vraies. Donc en même temps que la littérature, il était obligé de s'occuper de l'histoire de ces peuples européens. Et ça le passionnait, convaincu qu'il était du rôle civilisateur du christianisme. Mais en s'en tenant encore là à la vérité historique, sans jamais donner place au prosélytisme et faire l'apologie du christianisme dans ses cours. Il disait « Je me renferme dans mon métier d'historien et de critique, et le fais chrétiennement, c'est-à-dire franchement, c'est-à-dire que j'y porte mes convictions et que je ne les cache pas. Mais je n'y perds rien de ma liberté dans l'appréciation des événements. » Troisième et dernière question, une question très neuve, en plein 19e siècle, mais pertinente, sans doute encore aujourd'hui. Peut-on réconcilier la science et la foi? Précisément, c'était, je vous disais, une volonté du professeur Ozanam qui fondait son enseignement sur une recherche très rigoureuse qu'il qualifiait de scientifique. Alors qu'il faisait un cours sur la littérature allemande ancienne et qu'il avait en vue un ouvrage sur la civilisation au 5e siècle où l'Église joue un grand rôle, il travaillait en lien avec des chercheurs européens, surtout allemands, qu'ils soient catholiques ou luthériens. Il était toujours au dialogue avec leurs propres recherches. Il leur demandait conseil, comme dans cette lettre. « Vous comprenez que je ne veux pas d'éloge. Il s'agit de savoir si mon travail est exact. Quelles en sont les erreurs, quelles en sont les lacunes, à quelles sources je dois recourir pour les compléter. » Dans la préface aux études germaniques, là, un de ses ouvrages qui a été récompensé en 1849 par un prix très officiel, le prix Gobert, décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il était très content parce que cela valorisait justement tout son travail. Il écrit « Les écrivains chrétiens et tous les savants savent qu'il n'est permis ni de négliger, ni de dissimuler une vérité si petite, si profane, si embarrassante qu'elle paraisse. Si leurs recherches aboutissent à justifier un dogme révélé, ils le constatent non pour le besoin du dogme, mais pour l'amour du vrai. » C'était à l'époque, donc je vous ai parlé de Renan tout à l'heure, il y a beaucoup de correspondance entre Ozanam et Renan sur le plan universitaire uniquement, et donc Renan était en train de découvrir ce qui allait lui être un grand malheur pour lui dans sa carrière, la lecture historico-critique des évangiles. Vous voyez qu'à l'époque on cherchait beaucoup à faire le lien entre la science et la foi, mais ce n'était pas toujours très facile et très réussi. Plus largement, donc, dans un discours célèbre prononcé au cercle catholique en 1843, le cercle catholique c'était un cercle de professeurs de lettres en général ou de journalistes, il s'exprime ainsi totalement à contre-courant de ce qu'on pense alors. Il est bon que les laïcs retournent à l'humilité de leur fonction. L'humilité, tout simplement parce que ce qui était noble appartenait essentiellement au clerc. Hein, voilà. Donc à l'humilité de leur fonction, qu'ils soient philosophes, archéologues, naturalistes, et qu'ils fassent chrétiennement leur métier de savant. En valorisant le rôle des laïcs dans l'Église, ce qui était aussi très nouveau, Ozanam affirme une fois de plus que la foi chrétienne n'a rien à craindre des sciences, de la recherche et des débats, pourvu qu'ils soient voulus dans la vérité et dans l'amour. Et cela n'est pas seulement vrai pour les intellectuels et les savants, c'est ce que dit Ozanam en tout cas dans ses lettres, mais pour toutes les activités humaines où l'on travaille au progrès, où l'on se forme à des connaissances nouvelles et où l'on est appelé à collaborer pour une recherche commune. Donc vous voyez que ça peut être aussi très actuel. Conclusion, j'ai essayé de vous montrer que Ozanam contribue à ouvrir le monde catholique de son temps à la modernité. Il l'ouvre aussi à l'idée que le chrétien peut vivre sur une ligne de crête entre la fidélité à sa foi et à l'Église, même dans une époque de bouleversement, même dans un monde très divers, et qu'il peut aimer le dialogue avec d'autres cultures, puisque pour lui, tout est pris dans l'amour de Dieu. C'est là, à mon avis, l'essentiel d'une expérience spirituelle qui permet d'aimer le monde dans lequel on est appelé à vivre. Et voilà pourquoi, pour ma part, j'ai fait de Frédéric Ozanam, depuis que j'ai lu ses lettres, un compagnon de route et un maître de vie. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, merci beaucoup, Madame Beau, pour votre portrait d'Ozanam, où on voit toute la recherche de l'unité de sa personne. S'il y a des questions, ben, voilà, c'est ouvert. On rêverait qu'Ozanam soit enseigné dans les classes secondaires, par exemple, parce qu'il a un style excellent. Mais dans quelle case le mettrait-on? Littérateur ou historien? Voilà, je me demande. Je ne sais pas si Ozanam pourrait être enseigné dans l'enseignement secondaire au même titre que Victor Hugo, Lamartine. C'est vrai qu'il écrit très bien. Je vous disais que dans ses lettres, il y a des passages admirables. Mais si vous voulez, l'intérêt d'Ozanam, à mon avis, c'est pas d'abord sa qualité littéraire, mais c'est la qualité de sa pensée. Je pense que ça serait plutôt, moi je le verrais plutôt, par exemple en terminale, comme quelqu'un qui a été un des premiers à faire un peu de la philosophie de l'histoire, vous voyez, ou alors peut-être celui qui a commencé à penser la pensée, à introduire un peu la pensée sociale comme événement historique. C'est pour ça, il me semble, qu'il est plus historien. Lui-même se sentait plus historien. Il a été écrivain, mais vraiment, ce qui le caractérise, à mon avis, c'est surtout la profondeur de sa pensée qu'il livre un peu comme ça à toute occasion. Donc, en terminale, oui, mais plutôt comme historien et comme juriste aussi, je pense que les juristes devraient être intéressés par la pensée d'Ozanam. Merci pour cette biographie. Est-ce que vous pourriez insister sur les aspects novateurs de Frédéric Ozanam sur la charité, notamment la création de la conférence Saint-Vincent-de-Paul? Qu'est-ce qu'il a perçu comme nouveau dans sa recherche, dans les besoins de son époque et qu'on peut peut-être retrouver aujourd'hui dans un autre? Je pense que vous en parleriez mieux que moi si vous êtes membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, mais j'ai beaucoup d'amis et donc je peux un petit peu quand même essayer de vous répondre. Je pense, enfin j'ai déjà noté ce qui m'a semblé à moi, à travers ce que j'ai connu aussi des amis des conférences, que le côté novateur pour son temps, de Frédéric Ozanam, c'était sa modération, sa capacité d'être en lien avec les gens, quels qu'ils soient, ennemis, pas ennemis, différents, dans une qualité de relation qui est vraiment une expression de charité. Pour lui, aimer, c'était respecter, reconnaître, que ce soit des pauvres du quartier Mouffetard, que ce soit ses collègues à la Sorbonne. Il avait, et sa femme le disait, une espèce de qualité extraordinaire, de gentillesse, d'amabilité. Et même dans les polémiques, jamais il a injurié ou il a essayé de combattre. Il a toujours essayé d'être médiateur. Et c'est un mot qui revenait souvent par rapport aux conférences de Saint-Vincent-de-Paul, justement. Il disait, nous devrions être des médiateurs entre les pauvres et les riches, entre la violence et la paix, etc. Donc moi je dirais qu'un des aspects nouveaux pour l'époque en tout cas, et qui pourrait être aussi très important dans un monde comme le nôtre, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup d'affrontements, d'essayer de chercher des voies de médiation. Voilà, je pense que c'est un des aspects. Bon, pour ce qui est du rôle précisément des conférences, qui est vraiment l'aide aux plus pauvres, moi j'ai été témoin dans une ville où je suis allée faire une conférence, de l'attention justement de tous ces gens qui étaient quelquefois des universitaires, mais quelquefois pas, aux plus fragiles de la société. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on avait invité des jeunes femmes qui étaient un peu handicapées mentales, si vous voulez,
voulez, à suivre la conférence parce qu'il y avait dans leur désir, dans le désir des personnes qui les avaient invités, aussi le désir de les valoriser, de leur montrer l'importance qu'elles pouvaient avoir. Et ça, j'ai eu conscience que dans les rencontres de société avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on était très très attentifs à valoriser les gens, à leur donner une place dans la société. Et c'est pour ça que je crois ce qui était très nouveau à l'époque, c'est l'intérêt que ces gens, les gens des conférences, avaient, donc, je l'ai dit, pour les jeunes soldats, pour les jeunes militaires, pour les prisons, pour les détenus, pour des gens dont on ne s'occupait pas. Voilà. Donc, moi, ce que je dirais, mais je n'ai qu'une expérience un peu extérieure, c'est le désir, justement, de voir et de découvrir dans le monde ceux qui avaient le plus besoin d'amour. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Vous nous avez dit qu'il avait été à la députation en 1848 et il n'a pas réussi à convaincre à la Chambre. Or, en 1848, c'est aussi la publication du manifeste du Parti communiste. Et donc, est-ce qu'il a été en conflit avec ces socialo-communistes et il a été découragé? Et il a préféré, ou il avait passé le don de la parole? C'est ma question. Bien que, effectivement, Karl Marx est né en 1818, il était plus jeune qu'Ozanam et Ozanam ne l'a pas connu. On sait que Karl Marx a vécu à Paris dans ces années-là, d'une façon clandestine, et de toute façon, ses premiers écrits n'ont pas été publiés en français avant 1872. Donc Ozanam n'a pas eu l'occasion du tout de connaître les écrits d'Ozanam. Il s'est intéressé aux écrits de Karl Marx, il s'est intéressé plutôt à Saint-Simon, à la doctrine de Saint-Simon, et puis donc il suivait des cours d'économie politique, mais c'était dans un contexte vraiment de chrétienté, de chrétien, d'église, voilà. Donc, vous avez entendu des expressions qu'on aurait pu attribuer à Karl Marx, hein, vraiment. C'est vrai qu'il y avait un fond, c'était l'époque, il y avait beaucoup de, en France, mais aussi dans les autres pays, en particulier en Allemagne, où on pressentait ce genre de tension qui allait exister, justement, entre la classe ouvrière et le capitalisme, tout ça. Mais je dirais que c'est pas ça qui intéressait Ozanam. Il ne voulait pas mettre en place un régime politique. Donc, c'est pour cela, je vous ai dit, il s'est présenté, il n'a pas été élu pour la bonne raison qu'il n'était pas fait pour ça. Non, il n'a pas été député. Lacordaire a été député. Mais Ozanam a échoué avec, effectivement, pas beaucoup de voix pour lui. Et c'est là un peu affecté, mais pas trop, parce qu'il ne se sentait pas fait pour ça. Donc, vous voyez, il a voulu être vraiment dans l'optique républicaine, dans la démocratie, ça c'est clair. Mais les idées du type du marxisme naissant, d'abord, il n'a pas connu, vraiment, et ensuite, lui n'a jamais réagi au niveau d'une idéologie politique. Il était républicain, comme tout le monde, un parti politique. Mais ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas créer un parti politique. Une fois, on lui a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un parti chrétien? Voilà, peut-être, on aurait pu envisager quelque chose comme la démocratie chrétienne, parce que la Pira, qui a été un maire de Florence, et qui était un membre des conférences, a été un des initiateurs de la démocratie chrétienne. Vous voyez, mais beaucoup plus tard, et c'était ça, les idées d'Ozanam, c'était dans ce sens-là, et pas du tout dans le sens du marxisme, qui commençait à peine à se connaître en France. Vous voyez. Et est-ce qu'il y a eu une évolution dans les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, dans l'esprit des conférences actuelles et de ce qu'a créé Ozanam? Moi, je ne peux pas vous dire parce que je ne fais pas partie des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, mais je pense que les conférences sont faites avec des gens qui vivent dans une société particulière et donc les besoins de ces sociétés évoluent. J'imagine que les pauvres de la rue Mouffetard n'est plus.
une rue de Tanguy avec des pauvres qu'il faut aller secourir. Et je pense maintenant justement que j'ai perçu ces derniers temps comme l'intérêt de la société de Saint-Vincent-de-Paul, et c'était la solitude des personnes. Ils ont fait toute une... l'année dernière et l'année d'avant, il y avait tout un effort pour rejoindre les solitudes. Et je sais que dans mon quartier, à Paris, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc on montre, donc je vous parlais des personnes handicapées. Ça, c'était pas quelque chose dont on s'occupait trop peut-être à l'époque de Zanam. Et maintenant, on a beaucoup plus conscience qu'il est important de rejoindre ces personnes, non pas qu'elles aient des besoins matériels, mais elles ont besoin de trouver leur place dans la société. Et donc, on essaye de les valoriser. Donc ça, je crois, vous voyez que l'année dernière, je pense qu'il y a eu aussi un grand rassemblement avec l'idée de solidarité. Vous voyez, pour remplacer l'idée de charité, on parlait plutôt de solidarité, ce qui était peut-être un mot plus accessible à nos contemporains que le mot charité qui veut dire un peu n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Voilà. D'autres questions? Bon, ben, il nous reste à remercier encore Madame Beau. Et vous avez des livres, vous allez peut-être nous présenter. Oui, ce sont 2 livres que j'ai... Donc ce sont 2 livres que j'ai écrits à partir d'un cours que j'ai fait à l'école cathédrale de Paris sur la demande du cardinal Lustiger à l'époque. Et donc, je vous ai dit que j'avais découvert ces lettres et j'avais raconté mon enthousiasme au cardinal Lustiger qui m'avait dit « Mais venez donc faire un cours sur Frédéric Ozanam à l'école cathédrale », ce que j'ai fait. Et c'est ce cours que j'ai fait là qui est le contenu